Excellences, Mesdames et Messieurs, tout d'abord, I would like to say what a great honor it is for me j'aimerais dire que c'est un grand honneur pour moi d'être ici, devant votre auguste assemblée, pour vous présenter ma candidature au poste de directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. Ma vie professionnelle s'est consacrée sur deux domaines principaux, la médecine et la politique. in the medical field. Dans le domaine médical, ma passion, c'est la santé publique. Je suis un épidémiologiste, je travaille sur les facteurs de risque cardiovasculaire, en particulier sur les niveaux de cholestérol. Cela m'a permis de devenir professeur de santé publique à l'Université de Paris, ainsi qu'un professeur invité à l'école de santé publique de Harvard à Boston. In the political level, au niveau politique, j'ai occupé de nombreux postes et j'ai endossé de nombreuses responsabilités. Tout d'abord, au niveau local, au niveau municipal. J'aime beaucoup le niveau local car il nous permet de travailler concrètement sur le terrain. J'ai été maire de Lourdes et ensuite maire de Toulouse, l'une des plus grandes villes de France. J'ai été chargé de 10 000 fonctionnaires et j'ai géré un budget annuel d'1 milliard de dollars. Au niveau national, j'ai été ministre de la Santé à 2 reprises, mais la dernière fois, en 2004, j'ai mené à bien une réforme essentielle, la réforme de l'assurance maladie française. J'ai fait en sorte d'engranger des économies représentant plus de 7 milliards d'euros par an. J'ai mis en œuvre cette réforme sans entraîner de grève, ce qui, comme vous le savez, est assez difficile dans mon pays. Au niveau international, j'ai été ministre des Affaires étrangères entre 2005 et 2007. Pendant cette période, j'ai créé 2 choses. Premièrement, le groupe Diplomatie et Santé pour souligner l'importance de la santé dans la politique mondiale. De l'autre côté, j'ai créé UNITAID, UNITAID. Il s'agit d'une organisation internationale qui se trouve sous l'égide de l'OMS. Il s'agit du premier laboratoire de financement novateur. L'idée à ce moment-là, c'était d'ajouter $1 ou €1, de prélever €1 par billet d'avion. C'est $1. Il s'agissait de faire payer $1 de plus aux voyageurs. Avec cet argent, j'ai réussi à convaincre une douzaine de pays dans le monde à participer et nous avons levé plus de 2,5 milliards de dollars grâce à cette mesure. Et nous avons ainsi réduit le prix des traitements médicamenteux et des dépistages du VIH pour les antirétroviraux de 80% pour les enfants, de 60% pour les traitements antipaludiques et les dépistages de la tuberculose. Je vous parle de ceci au début de mon exposé parce que je crois que le budget de l'OMS a besoin de sources de financement prévisibles et supplémentaires. Et le financement novateur permet de le faire. Au niveau international toujours, j'ai beaucoup œuvré avec les Nations Unies. J'ai été nommé sous-secrétaire général en 2008 et je suis conseiller spécial du secrétaire général pour le financement novateur pour le développement. Excellencies, ladies and gentlemen, it is my first speech. Excellences, Mesdames et Messieurs, il s'agit de mon premier discours devant vous et j'aimerais vous remercier
vous qui m'avez permis de vous présenter ma vision de l'OMS, en particulier ma stratégie pour renouveler la direction dont peut faire preuve l'OMS en matière de santé publique. To make this vision a reality, pour que cette vision se concrétise, il nous faut renforcer l'OMS en interne, mais aussi en externe. À une époque où les crises sanitaires, de nouvelles crises sanitaires menacent le monde, la communauté internationale, plus que jamais, it is absolutely essential, critical. Doit agir communément et de manière efficace, avec autorité. Nous avons besoin de la direction éclairée de l'OMS, plus que jamais. At the world level, au niveau mondial, d'après moi, l'OMS doit être l'enceinte qui définit la santé en tant que priorité politique, pas seulement en tant que priorité technique. En tant que priorité politique, parce qu'il s'agit bien sûr d'un droit de l'homme, mais également parce qu'il s'agit peut-être du meilleur investissement possible dans le développement économique de tout pays. Il s'agit de concrétiser cela. Et pour le faire, il nous faut accorder une confiance absolue en l'OMS et en ses États membres, c'est-à-dire vous, mesdames et messieurs. Et pour améliorer cette confiance, il nous faut mettre en œuvre les 3 R. La réaction, les réformes et les résultats. My first priority will be responsiveness. Première priorité, elle concernera la réaction. C'est vous qui avez adopté lors de la dernière Assemblée mondiale de la santé Emergency Program. Le programme de gestion des situations d'urgence sanitaire. Et il nous faut le mettre en œuvre désormais, et ce, rapidement. Pour ce faire, 3 actions sont nécessaires. Premièrement, il nous faut nous assurer un financement à long terme fiable. 193 pays ont adopté ce programme. Et ces pays doivent contribuer au programme conformément à leurs capacités. Sinon, l'OMS va devoir travailler non seulement avec des États membres, mais aussi avec de grands bailleurs de fonds comme la Banque mondiale, avec le FMI, avec d'autres partenaires pertinents pour arriver à coordonner, harmoniser ce programme et le financement, mais également l'OMS va devoir éviter la prolifération des financements, c'est important. Deuxième action qu'il va falloir entreprendre, il s'agit de fournir à l'OMS des moyens d'être réactive. Et pour y arriver, il faut allier les 2 fonctions de l'OMS. La fonction qui concerne la préparation et celle qui concerne la réaction aux situations d'urgence. Il faut allier ces 2 fonctions. Il nous faut également établir un comité consultatif indépendant et c'est ce comité qui devra examiner tout le processus décisionnel au sein de l'OMS et toutes les réactions qui sont apportées en cas de flambée de maladie. Et enfin, c'est important, si nous voulons avoir la direction éclairée de l'OMS dans la riposte aux situations d'urgence, eh bien, il faut impliquer d'autres partenaires. Tout d'abord, les agences onusiennes, en particulier l'OCHA. Il nous faut demander à l'ONU, à l'OMS, à l'OCHA de mettre en œuvre un partenariat très solide au sein duquel ils établiraient des mécanismes de partage d'informations. Il nous faut également établir des partenariats avec des ONG. Au cours de la dernière crise de l'Ebola, nous avons constaté quelle était l'importance des ONG, en particulier Médecins sans frontières. Ainsi, lorsque une flambée se fait jour, eh bien, je crois que le pouvoir de fédération de l'OMS doit jouer un rôle essentiel. L'OMS doit être capable de fédérer les gouvernements, l'industrie, mais également les bailleurs de fonds, les chercheurs, pour qu'ils contribuent tous à l'accélération de l'élaboration de médicaments qui sont urgemment nécessaires.
The last action for the responsiveness Dernière is action to à entreprendre pour améliorer la capacité de réaction de l'OMS, c'est de mettre la priorité sur le soutien au pays sur le terrain. The WHO must have a strong frontline capacity. L'OMS est très capable d'agir sur le terrain au niveau national et régional. Cela comprendra une décentralisation du budget et du personnel vers les régions et les pays qui sont les plus vulnérables. Voilà ce que je propose pour améliorer la réactivité de l'OMS. Second reform. The WHO Deuxième réforme, l'OMS doit faire preuve d'une responsabilité claire et de voies hiérarchiques très claires entre les bureaux de pays, le directeur général, les vice-directeurs généraux. Il nous faut également nous concentrer sur le programme mondial de politique, le GPG, de façon approfondie. You know, if we want to build the accountability and the credibility of Tout d'abord, l'OMS, si nous voulons renforcer la crédibilité et la responsabilité de l'OMS, eh bien, il faudra établir un système de ressources humaines efficace, moderne, qui comprenne des membres du personnel provenant notamment des experts internationalement reconnus, qui sont capables d'être mobilisés, d'être dépêchés vers les pays qui ont besoin de ces expertises. Second thing, we have to set up Deuxième chose, il nous faut établir une fonction de vérification importante au sein de l'OMS. Nous connaissons les recommandations qui ont été faites en matière de vérification des états financiers et il faut qu'elles soient mises en œuvre rapidement et efficacement. The third R is results. I think it's the most important and Troisième R, les résultats. Et je crois que c'est ce qu'il y a de plus important à faire, mais aussi de plus difficile. Il nous faut toujours montrer l'efficacité dont peut faire preuve l'OMS. Alors certes, l'OMS ne peut pas tout faire, il faut établir des priorités. So we have to make our choice. Il nous faut donc faire un choix qui sera fait avec les États membres. Il nous faut établir des priorités parce que, par exemple, l'OMS a un avantage comparatif important dans une activité plutôt que dans une autre. Il nous faut accorder la priorité ou enlever les priorités de façon plus active et expliquer pourquoi, parce que nous voulons avoir de meilleurs résultats. Et il nous faut passer d'une approche budgétaire à une approche de responsabilisation. 2018 and 2019. Dans le budget 2018-2019, je crois qu'il nous faudra faire preuve de plus de transparence et petit à petit, nous devrions arriver à établir un lien entre le financement et les résultats, un lien clair. We cannot speak about efficiency of the WHO. Mais nous ne pouvons parler d'efficacité de l'OMS si nous ne parlons pas de partenariat avec différents acteurs. L'OMS, d'autres fonds, le Gavi par exemple, leur objectif est le même. Il s'agit d'améliorer les résultats de santé publique. Mais le Fonds mondial et le Gavi font preuve de beaucoup d'efficacité, de modernisation en ce qui concerne leurs ressources humaines. Ils ont modernisé leurs organisations et ils ont beaucoup de financement. And the WHO has to L'OMS, elle, doit définir de nouveaux partenariats avec ces différents acteurs. Pour moi, c'est essentiel. Alors, si vous l'acceptez, j'aimerais désormais passer au français parce que je crois que l'OMS doit également défendre la diversité linguistique. Je vais donc parler maintenant de quelques priorités qui sont très importantes pour moi. Renforcer les systèmes de santé, les maladies non transmissibles, l'accès universel aux médicaments et l'antimicrobiorésistance. Tout ça en 15 minutes, je pense. Mais d'abord, les renforcements des systèmes de santé. C'est la chose la plus importante pour l'OMS. C'est-à-dire qu'il faut rappeler les engagements d'Alma Ata il y a 40 ans. La santé pour tous.
Et donc nous devons renforcer les systèmes de santé primaires et communautaires pour mettre en place la couverture santé universelle. Il y a des dizaines de millions de pauvres qui n'ont pas accès à des sages-femmes, à des médecins, à des infirmières, à des professionnels de santé qualifiés. Et donc pour baisser la mortalité infantile et maternelle, pour permettre aux populations les plus vulnérables d'être soignées, les femmes, les enfants, les personnes vivant avec le sida, les personnes ayant des maladies mentales, les gens qui attendent des soins palliatifs, c'est la seule solution. Deuxièmement, l'OMS doit être l'organisation qui demande l'intégration, je dis bien l'intégration, de la santé publique dans les systèmes de santé. Pour moi, la santé publique, c'est la spécialité reine de la médecine. Et donc, nous devons revaloriser les travailleurs en santé publique, sur les rémunérations, sur la formation. C'est l'élément clé. Troisièmement, si nous voulons renforcer les systèmes de santé, vous savez, j'ai fait pratiquement 95 visites dans les pays. J'ai rencontré beaucoup de ministres de la Santé. Et je sais qu'il faut les aider à augmenter leur budget. Parce qu'on ne peut pas renforcer les systèmes de santé s'il n'y a pas une augmentation des budgets. Et donc, et également les aider pour les financements innovants. Je créerai d'ailleurs une task force, un département, sur les financements innovants dans l'organisation pour pouvoir aider les pays et pour pouvoir aider aussi le budget de l'OMS. Enfin, quatrièmement, je ne peux pas terminer sur les renforcements des systèmes de santé si je ne dis pas qu'il faut une task force mondiale pour améliorer la santé des migrants et des réfugiés. On ne peut pas laisser des pays seuls qui reçoivent des dizaines de milliers de réfugiés sans une aide mondiale. Éviter les épidémies, faire les vaccinations, traiter les maladies non transmissibles. Enfin, un des grands problèmes de santé publique sera les violences faites aux femmes et aux enfants. Il faut reconnaître que c'est un sujet de santé publique majeur. Et il faut pour cela aussi mettre des travailleurs en santé publique spécialisés pour prévenir et pour réagir devant ces droits de l'homme qui sont bafoués. Enfin, nous devons inciter les pays à mettre en place des systèmes d'information, parce que le recueil des données, c'est fondamental pour l'épidémiologie. S'il n'y a pas de recueil des données, il n'y a pas d'épidémiologie possible. Maintenant, nous passons aux maladies non transmissibles. Là, il y a un paradoxe. D'un côté, c'est les maladies qui tuent le plus, en particulier 14 millions par an de gens de moins de 70 ans, et de l'autre, il n'y a pas de volonté politique. Il y a un début de volonté politique, mais il n'y a pas vraiment de volonté politique. Donc d'abord, l'OMS doit rappeler les engagements déjà pris. Je pense au Global Plan Action que vous avez déjà mis en place pour les maladies non transmissibles. Je pense aussi à la Task Force interagence onusienne sur les maladies non transmissibles. Deuxièmement, et c'est là où il me semble que l'OMS a joué un rôle politique, nous devons bien comprendre que la santé, ce n'est pas uniquement les ministères de la santé. La santé, c'est beaucoup plus large. La santé, l'agenda sanitaire, il est énorme. Donc il faut pouvoir parler au gouvernement, il faut pouvoir parler à l'industrie, il faut pouvoir parler aux associations de malades, il faut pouvoir parler aux ONG. Et permettez-moi de vous dire que quand on parle à l'industrie, l'industrie a une influence majeure sur les maladies non transmissibles. Je vais en reparler tout à l'heure. Et donc il faut qu'on fasse des normes. Les seules normes, cette maison est légitime parce que c'est là l'organisation normative. Eh bien, pour le sel, pour le sucre et pour le gras, les graisses, il n'y a pas de normes dans tous les pays du monde identiques. Donc là, il y a un rôle politique à mener. Enfin, sur les maladies non transmissibles, il faut parler aussi de la santé publique. Prévention, éducation pour la santé,
promotion de la santé. Ça va vers dépistage. Dépistage, ça va vers diagnostic précoce. Diagnostic précoce, ça va vers soins précoces. Et donc la prévention est majeure. Les facteurs de risque, le tabac, demander à tous les pays du monde de signer enfin cette convention qui date depuis plus de 10 ans, mais aussi signer l'accord de l'OMS sur le trafic du tabac. Ensuite, il faut se battre avec peut-être aussi l'agroalimentaire, sur le sucre, sur le sel. Pas une personne de cette maison doit avoir un conflit d'intérêt avec l'industrie, pas une. Il faut également, si on veut lutter contre l'hypertension, si on veut lutter contre l'obésité des enfants, si on veut lutter contre le diabète, l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires, le cancer, il faut avoir ce travail ici de prévention. Je termine par l'accès universel aux médicaments. L'accès universel aux médicaments, j'ai passé 15 années de ma vie là-dessus. J'ai baissé le prix des médicaments, je vous l'ai dit, uniquement en jouant sur ce qu'on appelle le market dynamic, les dynamiques de marché. Donc, premièrement, si vous voulez rendre abordables tous les médicaments les plus nouveaux, il faut jouer sur les marchés, sur les dynamiques de marché. Deuxièmement, il faut demander aux laboratoires pharmaceutiques de garder les vieux médicaments efficaces parce que parfois ils marchent. Ils ne sont plus achetés parfois dans les pays riches, mais ils marchent très bien. Donc il faut continuer à les produire et à les distribuer. Et enfin, troisièmement, lorsque les médicaments ne sont pas rentables, eh bien, il faut alors trouver un système pour pouvoir quand même, pour les maladies tropicales oubliées, pour les maladies orphelines, pour les maladies rares, eh bien, l'OMS doit avoir une plateforme ici, dans cette maison à Genève, pour inciter les laboratoires pharmaceutiques à mettre en place des médicaments qui ne sont pas rentables, à mettre des garanties d'achat, trouver des solutions. Dernier point, la lutte contre l'antimicrobiorésistance. Lord O'Neill a fait un magnifique rapport, mais il sera très, très difficile de le mettre en place. C'est un sujet qui est majeur. Il y a trop de demandes et il n'y a pas assez d'offres. Trop de demandes, surprescription, des mauvaises prescriptions. Il y a beaucoup de pays où on peut acheter des antibiotiques sans avoir une ordonnance. Et donc la seule solution que je vois, c'est une grande campagne mondiale faite par cette maison. Et pourquoi par cette maison? Parce qu'une fois de plus, la santé dépasse les problèmes de maladie. Donc, il faut faire une campagne mondiale qui met en place la médecine humaine, la médecine vétérinaire, l'élevage, l'agriculture, le commerce, la finance, les consommateurs et l'environnement. C'est la seule solution si on veut lutter contre l'antimicrobiorésistance. Chaque fois qu'on mange de la viande ou du poisson, on prend des antibiotiques. Enfin, deuxièmement, l'offre. Depuis 20 ans, l'industrie pharmaceutique ne fait pas d'antibiotiques. Pourquoi? Parce qu'ils ne gagnent pas d'argent. Et donc, je reviens au problème de tout à l'heure sur les médicaments essentiels. Dans cette maison, une plateforme est nécessaire. Nous devons évidemment mettre en place ce Fonds mondial d'innovation. Et l'OMS doit jouer un rôle majeur dans l'innovation. Nous l'avons fait, nous, avec un financement innovant qui s'appelle le Medicines Patent Pool, la communauté de brevets. Nous devons inventer avec l'industrie pharmaceutique, avec les chercheurs, avec les gouvernements, avec la recherche publique, tous ces nouveaux médicaments qui nous manquent aujourd'hui. Nous devons le faire avec les gens qui connaissent. La Banque mondiale a déjà travaillé là-dessus. Nous devons travailler avec United, avec le Medicines Patent Pool, avec FIND, avec PATH. Ce sont des gens qui connaissent par cœur tout ça. Et je voudrais ici féliciter le directeur, les équipes qui travaillent sur l'antimicrobiorésistance, parce que c'est vraiment un exemple de travail tout à fait remarquable qui est fait par cette maison. Je ne sais pas combien il me reste de temps. Il me reste combien? 5 minutes. 5 minutes. Voilà, donc je voudrais juste terminer en vous disant que pour moi c'est une étape excessivement importante
parce que je pense que l'OMS, qui a la légitimité, qui a un caractère universel dans le domaine de la santé, l'OMS, parfois, est attaquée. Il faut faire très attention, parce que si nous ne faisons pas les réformes dont j'ai parlé au début, et vous avez déjà beaucoup commencé, parce que le Health Emergencies Programme, c'est déjà une petite révolution, avec des lignes d'autority, accountability, de responsabilité différentes. Donc vous avez commencé. Mais il est important d'aller plus loin, probablement. C'est, je crois, le travail du futur directeur général. C'est peut-être de faire moins de choses brillantes, mais d'être vraiment dans le moteur, comme on dit, pour regagner cette crédibilité majeure. Parce que sinon, je vais vous dire ce qui va se passer. Et j'ai discuté avec certains États membres, y compris ceux qui donnent le plus. Ils vont diminuer leur donation jusqu'à un moment critique, to a critical level. Et là, il y aura un problème de crédibilité majeure. Et moi, j'aime tellement l'Organisation mondiale de la santé comme vous, sinon vous ne seriez pas ici. Je crois qu'il faut la défendre. Et puis, il va y avoir une fragmentation de plus en plus importante. Alors, le Fonds mondial est un exemple, Gavi est un exemple, Stop TB est un exemple, Rollback Malaria est un exemple, United, je suis un exemple de ça. Donc, nous devons nous battre pour que cette maison redevienne l'endroit central où on parle de santé au sens large. Enfin, on ne peut pas terminer une présentation sur l'Organisation mondiale de la santé en pensant aux milliards d'êtres humains qui n'ont pas le même accès que les gens les plus riches à la santé. C'est le sujet qui arrive devant nous. On parlait tout à l'heure du cancer. Hier, j'ai fait une présentation au Congrès mondial de cancérologie. Il y avait beaucoup de ministres de la Santé. Comment on va pouvoir payer demain la chimiothérapie, les traitements individualisés dans les pays les plus pauvres? C'est un sujet majeur. C'est la raison pour laquelle nous devons mettre en place cette innovation, que ce soit en termes de funding ou de spending. Nous devons donc inventer des financements innovants qui nous permettent d'avoir un peu plus d'argent. Et nous devons aussi peut-être faire avec autant d'argent mieux, added value. Bien sûr que tout dollar, tout euro dans cette maison est parfaitement dépensé. Et parfois, lorsqu'on voit qu'on peut, avec des licences par exemple, tout en gardant la propriété intellectuelle au laboratoire pharmaceutique, comme on peut faire des licences avec des génériqueurs, on peut gagner énormément d'argent tout simplement en diminuant le prix des tests diagnostiques et des médicaments pour les pays les plus pauvres. Donc je pense à ces personnes, ça a été ma vie. J'ai consacré mes 15 dernières années de ma vie aux pays, aux populations les plus pauvres. Je vous remercie.